On pourrait réduire la vie d'une personne suicidée à son acte, à son suicide. On réduit sa vie juste à ça parce que c'est tellement un peu terrible, glauque, que les gens vont s'arrêter « Ah bah oui, il s'est suicidé ». Et moi, la raison pour laquelle j'avais du mal à en parler avec certaines personnes, parce que je ne voulais surtout pas qu'on réduise, qu'on minimalise la vie de mon père juste à son suicide. C'est surtout pour lui, son image en fait. À mes yeux, je décrirais mon papa comme quelqu'un de très sociable, qui aimait bien être entouré de monde, parler, très festif, sortir, faire la fête avec les copains. Quelqu'un de travailleur, il avait son entreprise, il avait son jardin, il aimait bien s'occuper de la maison. Après le côté, forcément le revers de la médaille, de ce côté festif, ça allait être le côté trop faire la fête, un peu trop d'alcool et pas prendre les bonnes décisions en état d'ivresse. Et je pense qu'avec le recul, on pourrait lui donner un petit côté borderline maintenant. Quand c'est arrivé, du jour au lendemain, donc j'ai reçu un message de ma mère que j'ai tout de suite, qui me demandait de la rappeler urgemment, que ça concernait papa. J'ai eu ma cousine au téléphone qui m'a expliqué qu'il n'était pas rentré depuis la veille et qu'elle était allée à la gendarmerie déposer un avis de disparition. Enfin, elle ne savait pas où était mon père. Et quand je suis rentrée, il y avait plein d'éléments incohérents. Donc une lettre déposée chez un voisin. Bizarrement, on n'arrivait pas à savoir avec quelle veste il était parti la journée-là parce que toutes ses vestes étaient à la maison. La voiture n'était pas à la maison. Et puis rapidement, quand je suis rentrée, que mon frère est arrivé, qu'avec la famille, dès le lendemain, on s'est mis à faire ce qu'on appelle une battue, c'est-à-dire chercher dans l'entourage de la maison, dans les greniers, les caves, les bois. Et puis naturellement, il y a un cours d'eau, la Saône, qui passe tout près de chez nous. Et moi, je sais que la veille, en rentrant, la Saône était en crue tellement qu'il pleuvait les jours passés, que naturellement, on s'est dirigé vers le cours de l'eau. Et puis, assez rapidement, dans la première journée, on a retrouvé ses affaires. On a su après qu'il avait été arrêté quelques heures avant par les gendarmes, qu'il avait passé une soirée arrosée et que normalement les gendarmes n'auraient pas été censés le relibérer puisqu'on est arrêté en état d'ivresse au-delà d'un certain taux. On est obligé de rester en cellule de dégrisement. Mais là, les gendarmes l'avaient laissé rentrer. Et donc, du coup, si on se dit il y a l'effet de l'alcool, un moment de folie, écrire une lettre et puis après aller se jeter à l'eau, je pense que ça va dans... J'aurais pas dit un acte de préméditation, mais j'aurais plutôt un acte de folie avec quand même la volonté la présence d'esprit d'écrire quand même ses volontés, ses dernières volontés. Donc c'est quand même un côté cérébral. Moi, je trouve que d'avoir écrit une lettre, finalement, c'était quand même mieux que de ne pas écrire de lettre. Parce qu'il y a quand même un moment de lucidité. Alors, c'est sûr, pas tant lucide que ça, puisqu'il ne nous dit pas au revoir, il ne parle pas de ses enfants, il ne parle pas de sa femme. Enfin, il ne parle pas de ma mère, il ne parlait pas de nous. Mais au moins, on a pu reconnaître son écriture, on a pu imaginer les dernières minutes. Je trouve que c'est toujours mieux que rien, en fait, une lettre. Ça fait 5 ans qu'il est parti. Donc, je pense qu'il y a quand même un ancrage avec le mois de janvier où j'ai mon anniversaire début du mois et puis fin du mois, c'est l'anniversaire de sa mort, enfin de sa disparition, puisqu'on est déclaré mort que quand on retrouve le corps. Donc ça, le corps étant... voilà, c'est ça aussi, on n'a pas retrouvé le corps tout de suite. Et donc il n'était pas considéré comme mort pour la société, mais pour moi, forcément, il était mort. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas le corps, c'est difficile de se représenter finalement un mort, en fait.
de chercher ce corps. Ma mère cherchait le corps quasiment tous les jours, avec tous les jours de la famille, de l'entourage. Ils allaient toujours explorer un nouveau coin, une nouvelle forêt, un nouveau périmètre au bord de l'eau. Donc ça, c'était devenu un peu fatigant, en fait, d'attendre ce corps. Tout le monde, forcément, s'est imaginé qu'il s'était allé se pendre à un bois dans une forêt. Et beaucoup de gens disaient, mais de toute façon, on ne va jamais le retrouver, puisqu'il n'y a que lui qui connaît les forêts. Aussi bien une forêt. S'il a envie de se pendre à un arbre d'une forêt, à un endroit bien précis, on ne le retrouvera jamais, parce qu'il connaît les forêts comme sa poche. Et moi, ce n'était pas envisageable de le voir qui partent par la pendaison. C'est-à-dire, pour moi, c'était l'eau, c'était inévitable. Il avait peur de l'eau, il ne savait pas nager. Ça faisait sens, je trouvais. Et ce qui est marrant, c'est que son corps a été retrouvé en face d'un bar qui s'appelle Chez Zouzou, là où il allait souvent. Donc c'est quand j'ai appris qu'on avait retrouvé son corps, j'étais au travail. Et ma mère m'a appelé, c'est bon, on l'a retrouvé. Et moi, j'ai pu après contacter ma meilleure amie pour lui dire, il a été retrouvé en face de Chez Zouzou. Donc voilà, tout a du sens. Zouzou, c'était un bar où il allait très souvent avec des amis, se retrouver, faire la fête. Bon, ben voilà, il n'était pas loin de Chez Zouzou, quoi. Il n'était pas... Moi, j'avais imaginé aller à Pâques, je m'étais imaginé, bon, allez, on va aller le chercher dans le canton d'après. Tu sais, tu t'imagines toujours que le corps, il est parti à des kilomètres, puisqu'on ne le retrouvait pas là, quoi. Peut-être même qu'il va être retrouvé à des centaines de kilomètres. Tu t'imagines plein de choses, en fait. C'est ça, le problème. En fait, non, il était tout près. Tout près de chez nous. Quand j'ai appris qu'on avait retrouvé le corps, j'étais heureuse. Au fond de moi, c'est toujours mieux d'avoir un corps, mais je crois que je m'étais fait à l'idée, à un moment donné, qu'on n'aurait plus son corps et qu'il fallait vivre sans corps. Mais d'une certaine façon, finalement, j'étais contente de retrouver le corps, surtout pour les autres qui, eux, n'arrivaient pas à continuer d'avancer sans ce corps. Mais légalement, c'est toujours mieux de retrouver un corps, puisque comme ça, il y a un décès, il y a une succession, il y a ma mère qui peut toucher une pension de réversion. Et puis on peut faire un enterrement, on peut incinérer ses cendres comme il l'avait demandé, et puis on peut passer à autre chose, en fait. Quand ça s'est passé, les premiers jours, j'ai pu parler à ma meilleure amie de ça, mais avec beaucoup d'entourage, d'amis qui ne sont pas de la région, j'ai pas pu leur dire ce qui était arrivé. Donc c'est vrai que j'ai inventé une autre histoire, une autre version des faits, chose que j'ai pas pu faire avec mes collègues de travail, parce que forcément j'avais dû informer mon employeur de ce qui se passait. Donc il y avait deux versions, la version réelle où des amis qui savaient que les week-ends je rentrais pour chercher le corps de mon père, et puis des amis avec qui j'avais changé la version, que j'avais dit il avait eu un accident et il était glissé du toit en nettoyant le toit. Ouais. Donc encore maintenant, quand je rencontre des nouvelles personnes, il y a des personnes avec qui je vais pouvoir me livrer et dire honnêtement ce qui s'est passé avec mon père. Et puis des fois, quand des collègues de travail me demandent de quoi mon père est mort, ou des choses comme ça, ou des autres personnes que je rencontre, je vais donner l'autre version. Donc encore maintenant, même qu'on a retrouvé le corps, pas le secret, mais oui, le secret continue, ouais. C'est-à-dire c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir aborder avec tout le monde, parce que je trouve que dès l'extérieur, ça fait glauque, ça fait famille dysfonctionnelle, les gens qui se suicident. On a forcément peur du jugement des autres, ce côté de ce que les autres peuvent penser, de notre famille, de mon père, de toutes les suppositions qu'ils peuvent faire sur mais qu'est-ce qui se passait chez vous, mais comme tout le monde le fait, comme moi-même je le faisais avant, quand on parlait de personnes qui se suicidaient, on imagine toujours des théories de la violence, de l'alcool, des problèmes d'argent, des problèmes de couple. On imagine plein de choses, alors que donc c'est ça qui peut être difficile, c'est qu'est-ce que les gens peuvent se dire, quel jugement ils peuvent porter sur nous. Ça n'est pas venu à nos oreilles, mais forcément on se doute
il y a un certain jugement que moi j'arrive à vivre loin de tout ça puisque je ne vis pas sur place, mais que ma mère a dû plus devoir supporter et doit encore, je pense, supporter. Si mon témoignage apparaissait sur les réseaux sociaux, je pense que c'est peut-être un moyen finalement pour moi de dire la vérité à tout le monde. C'est peut-être de choisir un support plus facile d'assumer aux yeux de tout le monde. Et puis si ça permet à des gens qui ont vécu la même chose, c'est-à-dire du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi dans la famille il y a quelqu'un qui se suicide, alors qu'on pensait que ça n'arrivait qu'aux autres, bah, si ces personnes se rendent compte qu'on n'est pas seul, que ça arrive à beaucoup de familles en fait. J'ai décidé de ne pas lui en vouloir. C'est pas. Alors, il y a des moments où je lui en veux, ça peut être le soir, quand j'arrive pas à dormir, ou que j'ai des réveils nocturnes. Parce que bon, les mois d'après, j'ai quand même eu beaucoup de réveils nocturnes, beaucoup de difficultés à dormir, je revivais beaucoup la scène. Mais je peux pas lui en vouloir d'avoir décidé de partir à un moment qui lui convenait. C'était sa vie, c'était. Moi, en tout cas, j'ai passé ce stade-là, en tout cas. Peut-être pas au début, mais maintenant, j'ai décidé de passer... J'ai passé assez facilement ce stade-là de la colère. Ça m'aurait pas aidé, et puis je trouve que ça lui va pas non plus, en fait. C'est pas ça que je lui reproche, en fait. Si j'avais des choses à reprocher à mon père, c'était plutôt de son vivant, mais c'est pas de sa mort. C'était plus quelqu'un qui était très fêtard, qui rendait des fois ma maman malheureuse parce qu'il faisait beaucoup la fête, qui rentrait un peu alcoolisé à la maison. Alors, il n'était pas violent, mais juste que c'était pas quelqu'un qui était très famille. Il préférait faire la fête avec ses copains. Et puis, moi, ça me créait des fois du souci. Il avait des accidents de voiture. Donc, c'était plutôt son côté festif que je lui en ai voulu quand je grandissais. Je pense que alors, pour les réactions de notre entourage, c'est toujours difficile à savoir ce que les gens finalement ressentent vraiment. Longtemps, oui, ma mère a été en colère après lui. Je sens que maintenant c'est apaisé, mais c'était un peu, mais comment il a pu nous faire ça, nanana. Elle avait beaucoup de colère par rapport à ça. Ma mère avait beaucoup de colère, mon frère, je sais pas. J'ai jamais su vraiment comment il ressentait les choses. Il en a jamais parlé, c'est pas quelqu'un qui s'exprime, qui confie ses émotions. Donc je pense que oui, il doit y avoir de la colère ou de la tristesse, mais c'est difficile à dire pour les autres. Quand on se voit avec mon frère et ma mère, moi en tout cas, j'ai pas le besoin d'en parler et eux non plus. Est-ce que c'est une gêne? Est-ce que c'est un tabou? Mais moi, j'ai pas besoin d'en parler. C'est-à-dire, j'ai besoin que ce soit loin. J'ai besoin qu'on aille de l'avant, qu'on passe à autre chose, parce que d'en parler. Je ne sais pas si eux en auraient besoin, mais en tout cas, non, on ne va pas parler de ça, on ne revient pas sur ça, sur ce qui a pu motiver sa décision. Ce qui se passe une fois qu'on a perdu un parent, c'est que on a peur de la mort et que c'est obsessionnel. En tout cas, pour moi, c'était devenu obsessionnel et c'est vrai qu'on a peur que celui qui reste parte parce qu'après, on se dit on sera seul en fait. Finalement, quand mon père est parti de sa volonté, voilà, il a décidé de se suicider, on n'a pas le temps de se dire au revoir. C'est pas comme quand une personne elle a une maladie, on a le temps de se dire au revoir, on a le temps de se préparer. Et c'est vrai que les personnes qui meurent un peu de destin tragique, donc soit la mort brutale dans une voiture, ou là, comme ça, son choix de partir, c'est de ne pas avoir l'impression d'avoir une conversation intéressante juste avant, en fait. Si je réfléchis maintenant à une question que j'aimerais lui poser, c'est est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu as souffert? Et puis plus les détails, mais alors tu as écrit ta lettre, et puis alors après tu avais quoi en tête? Tu étais énervé? Tu avais conscience de ce que tu faisais? Tu en avais marre de la vie? Je pense que ce serait plus revivre avec lui cette journée-là. Et puis, mais est-ce que j'aurais d'autres questions? Je ne sais pas. J'ai jamais réfléchi à ça. Mais moi, c'était plutôt la dernière conversation que j'ai eue avec lui que j'aimerais revivre, en fait. Et pas tant une conversation maintenant, finalement. Ce que je retiens avec les années donc, qui passent, c'est que la mort de mon père est arrivée l'année d'après, l'année suivant ma séparation avec quelqu'un dont j'étais très amoureuse, très attachée.
Donc c'était un peu l'enchaînement des mauvaises nouvelles, une séparation, le suicide de mon père. Et bizarrement, je pense plus souvent à mon ex qu'à mon père. Peut-être aussi le lien avec mon ex, c'est que lui restera le dernier mec dans ma vie qu'a connu mon père. Et d'une certaine façon, c'est peut-être aussi pour ça que j'arrive pas à lâcher mon ex. Et comme mon ex a su pour mon père, il a juste envoyé « c'est dommage, j'aimais bien ton papa ». Depuis sa mort, c'est vrai que je peux dire qu'il y a eu un avant et un après. Je ne pense pas du tout être la même personne. Je pense que la mort et sa mort avec son suicide a quand même créé chez moi une certaine vulnérabilité, une certaine... alors le contraire d'insouciance, je ne sais pas ce que c'est, mais une certaine réalité qu'on perd. Enfin, on perd son insouciance, on perd... j'avais une sorte de légèreté de la vie que j'avais déjà un peu perdue avec la rupture et que j'avais vu que c'était pas si facile de rebondir dans la vie, de redémarrer à zéro, d'avoir... J'ai souvent dit jusqu'à mes 34 ans, c'est comme si j'avais jamais rien vécu en fait, parce que ce que j'ai vécu les années, à peine les 1 an et demi, 2 ans après ma rupture, c'était une rupture et le suicide de mon père. Et la suite, c'est que j'ai perdu mon travail. Donc c'est comme si les 34 premières années de ma vie, j'avais rien vécu. Et après, la vie m'a fait vivre plein de choses intensément en peu de temps, en fait. Donc, moins d'insouciance, moins de légèreté, plus d'angoisse, plus de... et peut-être aussi plus d'empathie envers les autres. Ça pourrait être le côté positif. Parce que je pense qu'avant, j'étais pas forcément quelqu'un d'empathique. J'étais peut-être pas quelqu'un de humble. J'avais une certaine, pas arrogance, mais une certaine assurance que j'ai plus depuis. Ce qui me permet de rester optimiste, c'est qu'avec les années qui ont passé, maintenant ça fait 5 ans que c'est arrivé, je vois que je suis une personnalité qui est optimiste, qui a confiance en la vie, qui a réussi à remonter la pente et à croire en la vie, et puis à aller de l'avant, et puis à savourer les choses positives qui nous entourent et qui m'entourent. Donc ça me rassure d'une certaine façon de me dire que je ne vais pas reproduire son schéma ou son destin.